Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poème intitulé Ô moi, ô la vie. Il a été écrit par Walt Whitman et a été publié à l'origine dans l'édition de 1855 de Leaves of Grass. Ô moi, ô la vie. Les questions sur ces sujets qui me hantent, les cortèges sans fin d'incroyants, les villes peuplées de sots, moi-même qui constamment me fais des reproches, car qui est plus sot que moi et qui plus incroyant, les yeux qui venom réclament la lumière, les buts méprisables, la lutte sans cesse recommencée, les pitoyables résultats de tout cela, les foules harassées et sordides, que je vois autour de moi, les années vides et inutiles de la vie des autres à qui je suis indissolublement lié, la question, ô moi, si triste et qui me hante, qu'y a-t-il de bon dans tout cela, ô moi, ô la vie? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le puissant spectacle se poursuit, et que tu peux y apporter tes vers. O me, O life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, of myself forever reproaching myself, for who more foolish than I, and who more faithless, of eyes that vainly crave the light, of the objects mean, of the struggle ever renewed, of the poor results of all, of the plotting and sordid crowds I see around me, of the empty and useless years of the rest. With the rest me intertwined, the question, O me, so sad, recurring, what good amid these? O me, O life, answer, that you are here, that life exists in identity, that the powerful play goes on, and you may contribute a verse. Le poème est écrit en vers libres, ce qui signifie que les vers n'ont pas le même maître, et qu'il n'y a pas de rime. Le poème est composé de 2 strophes, qui n'ont pas le même nombre de vers. Dans la première, Walt Whitman pose une question, et dans la seconde, il fournit une réponse. Dans la version américaine, 5 vers sur 10 commencent par le mot off. Il s'agit d'une anaphore, c'est-à-dire d'une répétition d'un ou de plusieurs mots identiques au début ou à la fin de vers ou de phrases. Le but est d'obtenir un effet de renforcement, une sorte d'écho. L'auteur énumère les éléments qui provoquent en lui un malaise, que le problème vienne de lui-même, des autres ou alors d'autres choses de bien plus élevées. Le mal-être est également visible avec la répétition des ô, moi, ô, la vie. Whitman a un problème avec les autres. Ils ne sont pas tels qu'il voudrait qu'ils soient. Il écrit que les autres sont incroyants et sots. Qu'entend-il par incroyant? Le fait de ne pas croire en une religion, le mot cortège signifie déjà que les personnes citées sont nombreuses. Le mot sans fin qui suit signifie que ces individus sont plus que nombreux. Nous ne savons pas si le monde vu par Whitman est composé que de sots et d'incroyants, ou bien s'il est composé en grande partie par eux. Puisque dans son poème, il ne cite pas d'autres personnes, nous pouvons croire que le monde de Whitman n'est composé que par ces personnes. Dès le 3e vers, nous savons que le poète ne s'oppose pas aux sots et aux incroyants, car lui-même fait partie du cortège. En plus de remarquer l'état ou l'évolution des personnes autour de lui, l'auteur remarque que lui aussi est atteint par ce mal. Son état ne lui plaît pas et pourtant, il ne peut pas en sortir. Les yeux réclament la lumière, et le poète parle de lutte. Il y a donc une volonté de sortir de son état. En ce qui concerne la lumière, le mot vainement signifie que les yeux ont cherché, et qu'ils ont cherché plusieurs fois, mais qu'ils n'ont jamais trouvé ce qu'ils cherchaient. 3 solutions s'offrent alors, soit la lumière n'existe pas, soit elle n'existe plus, soit la lumière existe mais est cachée. De l'autre côté du vers, nous avons les mots la lutte sans cesse recommencer. Ils ont la même signification que le début du vers, il s'agit d'une recherche sans fin. Le combat est infini, mais il est aussi universel. Les hommes sont piégés, leur situation est inacceptable et toute fuite leur est interdite. Le vers est tel une balance avec 2 plateaux. Sur chacun des plateaux, il y a un poids égal, ce qui maintient la balance en équilibre. Au milieu des 2 plateaux, nous avons les buts méprisables. Nous avons l'humain aliéné, qui n'est même plus capable de construire un objectif honorable, et de prendre le chemin pour s'y rendre. Nous ne savons pas en quoi les buts sont méprisables. Sont-ils trop simples, ou sont-ils malhonnêtes? Ce qui transparaît dans ce poème est un manque d'amour. Whitman ne s'aime pas lui-même. Ceci se voit dans sa question qui est plus sot que moi, et qui est plus incroyant. Whitman n'aime pas aussi autrui, il n'est attaché à aucune autre personne. Les autres servent juste à le faire désespérer davantage. De manière générale, les hommes ne se portent pas d'affection entre eux. Ils ont tous les mêmes problèmes, et luttent pour la même chose, mais ils ne s'entraident pas. Le malaise du poète et des hommes peut être lié à un changement du mode de vie. En effet, une phase de modernisation et d'industrialisation a eu lieu dans les années qui ont suivi la guerre de sécession. Les mots Endless trains. font penser à la révolution industrielle. De plus, les personnes ne sont plus isolées, mais groupées dans des villes, ils sont en foule. Ce surnombrement ne semble pas être bon pour l'être humain.
L'homme se bat pour son sort, mais sa situation reste inchangée. Pourtant, de sots et incroyants, la population est devenue harassée et sordide. C'est comme si la lutte avait au contraire aggravé le sort des habitants des villes. Au vers 6, le poète parle des vies vides et inutiles. Puisqu'il s'en plaint, cela signifie que d'après la conception de l'auteur, une vie doit être remplie et utile pour correspondre à la normalité. Mais vide ou remplie de quoi? Et utile à qui? À soi-même ou pour les autres? Nous ne connaissons pas les limites que met le poète, afin de faire passer une vie inutile à une vie utile. Cette notion sera différente selon les individus. Le cortège des personnes, dont la consistance déplaît à l'auteur, ne place pas forcément la limite au même endroit. Les individus ont peut-être le sentiment que leur vie est pleine. Parce que Weltman sent que sa vie est vide, et qu'il voit que les autres mènent la même vie que lui, il pense que les vies d'autrui sont elles aussi vides, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est qu'au 7e vers que Weltman pose la question. Qu'y a-t-il de bon dans tout cela? La question débute en réalité dès le premier vers. Il faut que le lecteur lise 6 vers, afin de connaître la question que se pose le poète. Une question existe au 3e vers, mais elle n'en est pas vraiment une, puisque la réponse est sous-entendue. Durant les 6 premiers vers, l'auteur se plaint de la situation des personnes qu'il croise, et de sa propre situation, qui ne diffère pas de celle des autres. Il nous fournit un tableau très sombre de ce qu'il est en train de vivre. Autant de malheur doit forcément être contrebalancé par un élément positif. Tant de mal accumulé pour rien ne peut pas avoir de sens. Juste après sa question, le poète nous donne la réponse. Il nous en fournit en réalité 3. La première est le fait que le lecteur soit en vie, la deuxième est que la vie ne s'arrête pas, mais continue, et la troisième est que l'homme peut créer quelque chose. L'expression y apporter tes vers, ou Contribute a verse. peut faire référence dans le cas du poète à la création artistique. Cependant, l'expression peut être comprise de manière plus élargie et faire référence à une édification de n'importe quel type. L'homme tire son bonheur non pas de l'universalisme, mais de l'individualisme. Il a besoin de faire une action particulière qui le rend unique. La réponse tient en 2 vers, alors que la question tient en 7 vers. On pourrait penser à un déséquilibre. Le bénéfice serait plus faible que la perte. Cependant, ce n'est pas le cas. Les éléments de réponse ont un poids tellement important que même s'ils sont en nombre inférieur, ils équilibrent les éléments de la première strophe. L'importance de la vie est si grande qu'elle fait contrepoids à tous les éléments négatifs. Les répétitions et l'équilibre sont les clés de ce poème. Si l'on doit être heureux d'être en vie, c'est bien parce que l'auteur pense à une opposition. Mais à qui nous oppose-t-il? Peut-être aux morts, qui, puisqu'ils ne sont plus en vie, ne peuvent plus construire quelque chose.